Tu m'entends là? Non, je t'entends rien. Je t'entends pas ta caméra. Tu m'entends? Je t'entends pas, j'ai pas le son là. Là, tu m'entends? Et toi? Fais un essai? Non, je t'entends pas, ça marche pas. Pas de micro. Je suis en 4G. Hop. Hop. Là, tu m'entends? Ah, ton micro marche pas. Il y a encore un problème là. Oh là 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 là. Moi, j'entends rien. Je t'entends pas. Attends, je suis en train de mettre en même temps sur YouTube. Suivant. Hop. Non, mais ton micro marche pas, je sais pas ce qu'il a encore. Je n'entends pas de son. Euh, Bon, mince. C'est bon, tu m'entends pas? Ah, là, je t'entends. Là. Allez, c'est parti. Ah bah Ah, là, voilà! c'est bon, on a réussi. Ah, les Bretons, franchement, hein. Bah non, mais c'est Ils l'heure ont de 10 l'apéro. minutes pour un direct. Ouais, puis c'est l'apéro qui a duré, ça va être ça, tous les coups, quoi. Ouais, en fait, ils ont changé en fait tout leur format de direct qu'ils ont fait sur Facebook. Et en fait, sur le côté ici, je voyais lancer un direct. Bon, j'ai fait lancer un direct et après, en dessous, c'est marqué lancer un direct avec une personne. Bon, Bon, voilà, ouais. c'est un peu compliqué. Bah écoute, le principal, c'est de pouvoir y arriver, comme tu me dis. Attends, ici, je vais mettre en même temps sur Facebook. Ouais, envoyer le lien aux personnes aussi. Ouais. Bon, je peux plus écrire. Alors, je vais pas m'amuser à écrire parce que ça m'a pris pas mal de temps déjà. Ouais, j'ai envoyé le lien, je m'en occupe. J'y vais. Hop. C'est en direct. Voilà, hop. Je mets en même temps. Hop. Je mets en même temps sur YouTube. Comme ça, si jamais il y a des gens qui n'ont pas Facebook, ils peuvent aller directement sur YouTube et poser des questions Ouais, puis aussi. bah, Comme écoute, ça, de toute bah, façon, on aura après. un truc assez complet. Exact. Bon, déjà, j'ai pas de connexion déjà. Ça commence. Attends, je vais remettre la Bon, connexion. au mieux, tu publieras la vidéo. Ouais, 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 mais je vais remettre la connexion quand même. Wi-Fi. Voilà, ça c'est bon. Bon, autrement, comment ça va avec ton bac? Bah écoute, mon bac, il se porte super bien. Ouais. Moi, ouais, ça. Pas aussi beau que le tien, hein. Mais bon, Là, ça va. mon- là, ça va, là, ça se passe bien, le mien. Attends. Je vois pas les commentaires de mon côté, mais peut-être tu les vois. Moi, j'ai les commentaires, ouais. Bon, bah nickel. Bah tu verras, Oh, tu c'est verras ça. du silence, yo. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a que des bonjours, des voilà. Voilà, plein de partages. Attends, je finis ce truc à planter. Hop. Non, autrement, je disais que le bac, il se porte super bien. Bon, J'ai écoute, eu. hop. Voilà, c'est bon, c'est parti.
C'est parti. Non, bah, le gogno, tu vois, le Oui. gogno, il est arrivé bien grand, bien gros. Bon, il n'est pas encore aussi expansé que j'ai connu. Ouais. Ouais. Mais tu vois, il est bien, quoi. Il est bien grand. Et voilà, ça se passe bien. Ça se passe très, très bien. Bah, tu me disais, toi, à un moment donné, par rapport au plancton, tu allais directement chercher ça en eau de mer au large, mais en ce moment, il y a quelques problèmes dans ton coin, c'est ça que tu me disais? Ouais, on a de la pollution là, avec les paysans. Il y a eu une fosse ici qui a été déversée dans la Réa. Et donc, il est interdit de se procurer tout ce qui est coquillage. Ouais, Donc, on dit si les coquillages sont pollués, donc c'est que l'eau est aussi polluée, donc on évite de faire des changements d'eau. d'accord, En d'accord. plus, il y a eu pas mal d'anticyclones, donc il n'y a pas eu, donc si tu veux, il n'y a pas eu beaucoup que je vais dire, de rejet d'eau douce qui est parti vers la mer. Donc encore les sols sont encore pour moi un peu pollués. Donc là, on va arrêter quoi. Donc c'est pour ça que, bon, l'idée, tu voulais parler du plancton, phyto, zooplancton, c'est un peu l'objectif. Alors, de toute façon, s'il y a des commentaires, hein, tu me les transféreras, parce que là, je les vois pas. Je vois Ouais, juste c'est ça, je ton dirais. beau visage avec ton bel aquarium derrière. Ah, tu vois, c'est pour ça que je voulais changer de mon bonnet. Donc j'ai fait exprès, toi, j'ai pris le portable de ma femme et hop, j'ai dit on va faire ça sympa, comme ça c'est un peu mieux. Ouais, tu vois, puis après, je te montrerai, je me suis préparé quelques réacteurs pour montrer pour ceux qui sont intéressés pour comment fabriquer des réacteurs, aussi à phyto. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, le phytoplancton, c'est ce qui est plutôt cool, comme je te disais, hein, parce que ça fait plus de 5 ans, quoi, je crois qu'on se connaît, on s'est déjà vu plusieurs fois. Ouais, bon, Euh, on mais sent que mais ouais. depuis maintenant, j'ai l'impression depuis un an et demi, ça commence à être vraiment démocratisé. Ça, c'est plutôt cool. Les personnes ont commencé à prendre conscience que bah, dans l'océan, la base de l'alimentation, de la chaîne alimentaire, ça reste le plancton. Et que quand on essaye de reproduire dans un milieu clos un récif, donc un petit bout de mer, il y a différentes méthodes chaque récifaliste a sa méthode, mais c'est vrai que quand on regarde les méthodes naturelles, bah, c'est assez sympa de pouvoir essayer de copier la nature en mettant du phyto et du zooplancton. Donc, et ça marche plutôt bien. Comme tu disais, tu parlais de mon bac. Moi, à l'époque, j'ai connu quelques soucis il y a 4-5 ans de ça sur mon bac. Et c'est depuis vraiment en mettant quotidiennement du zoo, du phyto, que j'ai une explosion de microphones, une explosion de mes coraux. Voilà, les paramètres se tiennent super bien, quoi. Ah ouais, bah, moi ouais, je fais un peu à peu près la même chose, pas par rapport à toi, mais j'essaie de recréer aussi de la microphone mais via mon refuge quoi. Ouais, ah, ça c'est excellent. Je conseille à tous ceux qui peuvent avoir un refuge, moi aussi pareil, j'ai deux, bon, pas aussi grand que toi, j'ai 250 litres de refuge hein, pour un bac de 800 litres. Euh, c'est euh, c'est excellent pour sauvegarder la microphone. C'est aussi excellent parce que tu peux mettre des algues, donc ça permet aussi d'absorber les métaux lourds. Donc ça, c'est très intéressant. Puis ça permet aussi pour ceux qui ont des problèmes de pH, un petit peu de stabiliser le pH, la variation de pH. Bon, ce que je peux te dire en termes de phyto, c'est vrai que bon, il y a mon site, hein, puis sur Internet, il y a pas mal d'autres sites qui parlent de ça, récifelis.fr. Tu as différents types de phyto. Ce que je peux te faire, c'est parler du phyto, parler du zoo, puis après, donc de l'intérêt. On va commencer par la base de l'alimentation, on va commencer par le Ouais, phyto, on fait le zoo. ouais, puis après, je te montrerai comment faire des réacteurs et autres avec des tutos assez sympas. Que depuis le temps, maintenant, ça commence à des choses qui marchent, puis bah, peut-être des questions des récifalistes, puis aussi vous dire ce que j'ai testé, ce qui marche pas, éviter des erreurs, enfin bon, pour bien lancer ça. Ouais, ouais, Euh, on va alors commencer. en phyto, il y a des milliers de. Alors, le phyto, c'est une algue, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas. Quand on parle de plancton en général, le plancton, je dis souvent pour simplifier, hein, je ne suis pas scientifique, hein, pour vraiment simplifier, tu as vraiment deux écosystèmes. Tu as le phytoplancton, donc plutôt dérivé des algues, et tu as le zooplancton, ce qui est micro-organisme vivant. Donc dans le zooplancton, tu vas avoir de la microfaune, que ce soit benthique jusqu'à de la macrofaune. Et les deux mélangés, ça fait le plancton que tu retrouves dans les océans. Il faut savoir que le zooplancton se nourrit de phytoplancton. Donc, si on peut parler de phytoplancton, aujourd'hui, il y a des milliers de types de phytoplancton. J'ai essayé de synthétiser sur quelques souches qui sont assez sympas. Donc, si on parle vraiment, c'est quoi l'intérêt du phytoplancton? Déjà, les souches vont, outre que c'est des algues, il y en a certaines qui vont être riches en oméga 3, il y en a d'autres qui vont être riches en DHA, EPA, vitamine A, E. Enfin bon, c'est vraiment des éléments qui vont vraiment fortifier, on va dire,
toute la microfaune du bac qui est après le socle de ton récifal. Sur le phytoplancton en termes de culture, il y a pas mal de choses différentes. En règle générale, il y en a peut-être à peu près, j'en ai vu une dizaine qui peuvent être sympas pour le récifal. Après, il y en a certaines qui sont faciles à cultiver, d'autres qui sont difficiles à cultiver. Comme pour un bac récifal, ça va être la stabilité. La stabilité, donc la moindre variation et autre va faire que tu peux aller à une crash d'une culture. Donc il y en a certaines qu'on dit faciles à cultiver, c'est que tu peux te permettre des grosses variations et ça va encore tenir. Puis tu en as d'autres qui sont plus difficiles et là, la culture elle peut aller au crash. En règle générale, je conseille de mélanger 2-3 souches dans un bac. Ça couvre assez largement le spectre aussi au niveau nutritionnel, si tu veux. Voilà. Et après, en termes de souches assez faciles, je parle souvent de la Nanochloropsis, que ce soit Oculata ou Salina. Ce sont des souches qui sont pas mal bien en termes d'acides gras, source de pH, sont beaucoup utilisées parfois dans des fermes d'élevage pour tout ce qui est élevage de rotifères, de copépodes. Donc ça permet de nourrir aussi la microfaune. Simple à cultiver, donc puis les coraux, ils adorent. Donc, voilà, plus globalement, on peut dire par rapport au phytoplancton. Est-ce que tu avais des questions par rapport à ça? Non, Les j'ai pas internautes. vu, à part des saluts et des bonjours, j'ai pas vu de questions. Pareil aussi, si vous avez des questions là-dessus, hein, n'hésitez pas à en mettre. Je vais les retransmettre à David. Donc après, en souche de phytoplancton, il y en a un peu partout, ça commence à se démocratiser. Je dis souvent, le mieux, c'est déjà de pouvoir en mettre dans son bac, donc ça c'est sympa. La quantité, c'est complètement variable, on va dire, par rapport à la consommation du bac. T'imagines quelqu'un qui démarre un bac avec un ensemencement, par exemple, de microfaune, donc le bac il est vide, il n'y a rien. Tu vas pas mettre la même quantité de phytoplancton que sur un bac qui est complètement mature avec plein de coraux qui vont tout consommer en une nuit, si tu veux. Donc la quantité est complètement variable par rapport à la consommation du bac, mais aussi par rapport à ce qu'on appelle la concentration du phytoplancton. Et ça, c'est important parce que tu vois, faut pas regarder le litrage du phytoplancton, il faut regarder plutôt la concentration du phytoplancton. Parce que tu peux très bien avoir, je prends un exemple, 300 ml de phytoplancton ultra condensé, ça va être la même contenance de phytoplancton que dans une bouteille de 1 litre qui est un peu diluée. Ouais. Donc la concentration, c'est pas compliqué. Tu as des outils sur le site. Je montre que tu as le disque de Séchi qui va permettre de voir la concentration de phytoplancton. En gros, tu prends un verre, tu mets une paille, si entre la paille et le bord du verre, tu as 2 cm. Si tu n'arrives plus à voir la paille, c'est que le phyto est vraiment bien concentré. Voilà. Ok. Petit tuto assez sympa. Donc sur le phyto, je donne souvent une moyenne 4 ml par tranche de 100 litres de bac à donner, principalement le soir ou le matin. Bon, pourquoi le soir et le matin? Parce que c'est là où la microfaune chasse et surtout les coraux ils chassent à fond à cette période-là. Donc ça, c'est la première chose. Souvent, je dis plutôt tous les 2 jours parce que ça va permettre déjà de ne pas trop donner, de voir comment le bac se comporte. Et si le bac consomme tout, vous pouvez augmenter, tu peux augmenter un peu les doses si tu veux. Quand tu as un bac qui commence à être ensemencé, donc il n'y a pas de coraux, il n'y a pas de vivant, rien du tout, il y a juste de la microfaune, là, tu divises les doses par 2. C'est 2 ml par tranche de 100 litres tous les 2 jours. Voilà. Quand tu fais des distributions de plancton, comme ça, t'as pas d'algues ou de cyano qui apparaissent ou des trucs comme ça? Donc après, logiquement non, puisque si tu as des algues qui peuvent apparaître, tu peux avoir à un moment donné des diatomées qui peuvent apparaître, par exemple sur donc diatomée, c'est filtre, disons, c'est un peu un voile marron qui peut apparaître sur les vitres. Ça, c'est qu'à un moment donné, le phyto qui a été ajouté contient peut-être encore de l'engrais. Tu vois. Donc les algues qui sont dans le bac vont pouvoir aimer ça. Alors les diatomées, c'est souvent parfois quand tu as de l'engrais avec des silicates à l'intérieur. Donc là, ils adorent ça. Tout ce qui est, comment dire, autrement, par exemple, tu parles de la cyanobactérie. On pourra en parler pendant des heures. Hein, la cyano, tout le monde en a dans son bac. On peut en faire des. Il y a des remèdes, soit diront miracles, que en quelques jours, tu n'as plus de cyano. Donc ça, c'est du chimique. Encore une fois de plus, je ne juge pas du tout tous ceux qui peuvent utiliser tel type de remède. Moi, je suis plus pour les remèdes naturels. Donc, qui dit naturel, ça ne va pas flinguer le bac, mais ça va prendre son temps. Donc, déjà, la cyanobactérie. Si j'ai la cyano, je cherche déjà les sources. Exactement, c'est ça. C'est trouver les sources, pourquoi il y a la cyano.
Et souvent, il y a plusieurs paramètres en même temps. Voilà. On parle souvent sur les forums du ratio de Redfield, qui, soi-disant, n'est pas forcément utile pour le marin, parce qu'il n'a pas été fait pour le marin. Moi, juste mon recul, c'est que quand je suis à 0 de nitrate et 0 de phosphate, donc bac oligotrophe, tu as de la cyano. J'ai vu beaucoup de récidivistes qui me disent ça via téléphone ou Messenger. Quand tu remontes, alors toujours 0 de phosphate, mais quand tu remontes à entre 5 et 10 de nitrate, il n'y a plus de cyano. Voilà. Donc, est-ce que le ratio ou pas, il y a je pense que ça doit quand même participer. Après, concernant le phytoplancton, pour répondre à ta question, tout ce qui va être bon à concurrencer la cyano est à prendre. Donc, bien entendu, tout ce qui est bactéries, je dis super attention aussi. Il y en a beaucoup qui font la méthode sucre. Hein, tu rajoutes du carbone, du sucre et autres pour pouvoir développer les bactéries et lutter contre la cyano. Ça peut être sympa, mais faire très attention à ça. Parce que derrière, le phénomène, c'est que tu développes toutes tes bactéries que tu as dans ton bac. Mais est-ce que tu as des bonnes et des mauvaises? Est-ce que tu as des bactéries pathogènes? Si tu en as, tu vas te choper du STN, donc vraiment de la nécrose lente, au bout de quelques temps, parce que tu as des mauvaises bactéries, des bactéries pathogènes qui sont développées. Donc là, à part un filtre UV pendant plusieurs jours, tu n'as pas trop d'autres remèdes. Moi, j'en parle pas non plus dans mes tutos sur ce genre de méthode, parce que je sais que très bien que tu vas rajouter d'autres sources de produits avec ça. Eh ben exactement, exactement. Et donc le phyto, comme c'est une algue, à un moment donné, l'avantage c'est qu'elle va développer toute ta microfaune. Alors la microfaune, généralement, elle ne va pas manger la cyanobactérie, donc ça ne va pas forcément agir. Mais si tu mets du phytoplancton, ce qu'on appelle Synechococcus, qui elle est de la classe des cyanobactéries, ça peut un petit peu, je dis bien un petit peu, parce qu'il faut pas, ça reste quand même du phyto, ça peut commencer à concurrencer. Donc après, la cyanobactérie, il y a plein de tutos sur ça. Ce que je dis, c'est trouver Quand on bac, souvent, c'est qu'il est déréglé, il y a un déséquilibre. La stabilité en récifal, c'est la règle d'or. Donc, c'est trouver ce déséquilibre, cette stabilité, pour pouvoir après, ensuite, avoir une petite méthode de traitement en particulier. Moi, je conseille souvent, c'est le soir, quand elle est à son summum, qu'il y a plein de bulles, c'est de l'aspirer. Surtout, ne pas la remuer avec un pinceau ou quoi que ce soit, parce que ça va la propager. Vraiment l'aspirer. Puis après, vous rajoutez un peu, alors, soit des bonnes bactéries et un peu de phyto, ce qui permet de vraiment rééquilibrer tout le bac. Et au bout de quelques semaines, logiquement, ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc, ça, c'est un des gros avantages. Ok, donc là, tu as fait la partie zoo. On va Tu traiter voulais que je... Ouais, vas-y, monte un réacteur, tiens, par Ouais. exemple. Donc, puis après, on parlera de zoo. L'idée pour le phyto, si tu veux, moi, ce que je propose sur le site, là, je t'ai ramené des trucs. J'ai fait un tuto au-dessus. Ouais, donc soit à un moment donné, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête et en rajouter directement dans leur bac, je propose un mix. C'est un mélange de plusieurs souches de phytoplancton. Donc moi, je les récolte quand elles sont bien matures et 5 jours après avoir ajouté de l'engrais pour qu'elles soient vraiment nickel dans le bac. L'avantage, c'est qu'elles sont pures, c'est-à-dire que j'ai aucun ajout dedans. C'est un inconvénient parce que je ne peux pas les vendre en grande surface, grande distributée en termes de conservation. C'est du pur. C'est du frais, donc ça veut dire que ça peut rester 6 jours, voire 10 jours maximum dans les transports. Et après, le récifaliste, il prend, il met ça au frigo. Ça peut se conserver entre 1 et 2 mois maximum. Voilà, c'est du frais, il n'y a pas d'autre ajout, il n'y a que la souche pure. Petite parenthèse, pour savoir si vous avez du vivant, si vous rajoutez du vivant dans votre bac, il faut regarder la conservation. Quand vous avez un produit qui se conserve plus de 6 mois, généralement, c'est que c'est pas forcément vivant à l'intérieur. Voilà, c'est une petite. Il y a du phyto en vente, hein, il n'y a pas que moi qui fais ça, il y a beaucoup d'autres sociétés qui en font. Il y en a du très bon, pareil, qui se met au frais, et c'est ce que je conseille principalement. Parce que si c'est du phyto mort, ça sera toujours bon pour le bac, mais ça sera aussi source de phosphate, forcément, puisque c'est du mort à l'intérieur. Donc, certains, ils en ont peut-être pas. Ceux, pour tout ce qui est bac oligotrophe, c'est pas trop un problème, mais ceux qui luttent déjà contre ça, ce serait dommage d'en rajouter. Donc mixte, puis surtout le but, parce qu'à l'époque, c'est pour ça que j'ai créé la boîte, c'est que moi je voulais en cultiver et j'ai eu du mal à trouver, fournir de bonnes souches pures qui soient pas complètement diluées. Donc après, on va avoir différents types de souches selon le souhait de la culture. Alors la culture, pareil, sur le site j'ai un tuto. Je te montre ouais, c'est un peu grand, ouais. Je te montre un réacteur.
Donc là, on a un tube acrylique. Hein, là, je l'ai acheté pour pas faire de la pub, parce que je trouve qu'il fait des bons produits, c'est chez Neo 3 Plus. L'idée du réacteur, si tu veux, je le mets comme ça. Ouais. Ça va être comme pour dans les grands aquariums publics. J'ai vu ça à l'aquarium de La Rochelle, chez eux à l'intérieur. C'est assez sympa, ils font de la culture. Donc l'idée, c'est que tu vas avoir ce qu'on appelle le bulleur, donc l'envoi de bulles qui va descendre par le bas et qui va remonter le long de la colonne d'eau. Donc là, je vais te détailler ça plus en détail. L'avantage, c'est que déjà, C'est un peu les artémias qu'on faisait à l'époque. Ouais, l'avantage de ça, c'est que ça va permettre déjà un bon brassage du phyto. L'oxygène, disons, le bulleur, c'est ça. C'est pour brasser le phyto, pour pas qu'il se colle à la paroi, pour pas qu'il s'agglutine. Et tout autour, tu peux mettre facilement de la lumière en termes d'éclairage. Donc là, c'est un tube de 100 mm de diamètre. On peut aller, donc un réacteur comme ça, c'est à peu près 8 litres de phyto. Tu peux aller sur du 110, facile. Ici, tu as un embout. Alors, il y a tout le tuto sur mon site. Hein. Tu as un embout de 100 qui va permettre de pouvoir le fermer. Tu as un entonnoir classique que tu peux acheter dans le commerce qui va permettre qu'il est collé à l'embout. Et petite astuce, c'est qu'ici, un réacteur, ça se nettoie à peu près tous les 3 semaines. Et ici, c'est tout simple, hein, ça vient de tout ce qui est jardinage. Tu as un embout qui va permettre d'enlever le réacteur, le déplacer et le nettoyer. Et là, ça, c'est des connectiques. Alors, c'est tout simple d'eau osmosée, ce qui fait qu'à un endroit, tu vas avoir ce qu'on appelle l'oxygène qui va arriver, qui va monter. Et quand tu veux récolter ton phyto, tu coupes l'oxygène. Et ici, tu allumes et tu récoltes ton phyto, tout simplement. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, un de ces avantages-là, c'est que tu ne vas pas, alors pour ceux qui font de la culture de zoo, plancton, pour ceux qui font de la culture de différentes souches, tu ne vas pas contaminer les souches, puisque à un moment donné, tu as ton réacteur, tu as ta souche, et là, tu récoltes à un seul endroit ta souche. Donc, tu ne vas pas mélanger. Tu veux dire tu veux dire pas mélanger les souches entre elles, ça? Exactement. Parce que sur le réacteur que tu vois où tu as un grand vase, où tu mets un tuyau qui rentre à l'intérieur, ben à un moment donné, quand tu veux récolter, c'est toujours la problématique. Tu vas soit aspirer, prendre des. Tu peux être source de contamination. Là, tu as ton réacteur qui est un vase clos. Donc, il n'y a aucun moyen de pouvoir le contaminer. Voilà, ça, c'est l'avantage. Le petit avantage, c'est qu'au bout, tu peux le fermer avec juste un petit trou, ce qui va permettre de limiter aussi l'évaporation. Alors, pourquoi limiter l'évaporation? Parce que c'est tout bête, mais à un moment donné, plus tu as un réacteur qui est important en termes de litrage, plus tu peux avoir de l'évaporation, et donc ta salinité, elle va augmenter. Et donc forcément, c'est comme voir le récifal, le phyto, hein. Plus tu es stable, mieux c'est. Donc la salinité, si à un moment donné elle monte trop, tu peux te choper un crash à cause de ça. Et au niveau... ouais, ok, vas-y, continue, on va parler de la culture. En termes d'éclairage, pas compliqué. Souvent, moi, je conseille de la lumière horticole. Tout voilà, c'est des LED. Donc moi, j'ai testé des LED blanches, 6005 Kelvin Klein, disons, ouais, c'est sympa. Tu vois la couleur du phyto. Et là, je les mélange avec des LED horticole rouges. Donc là, ça coûte pas cher. L'avantage de ces bandeaux-là, c'est qu'à un moment donné, ils sont complètement protégés enveloppés, tu vois, je sais pas comment ça s'appelle, mais ils sont protégés de l'humidité. Et ça, tu la mets autour de ta paroi. Donc, tu mélanges les deux et là, tu bombardes en termes de lumière. Puis après, en termes d'électricité, ça coûte pas cher. C'est mieux qu'un néon, c'est sûr. Ouais. En termes d'éclairage, moi, je conseille 24 heures sur 24. Il n'y a pas photo. Alors, pourquoi? Parce que même si c'est des LED, ça va chauffer un petit peu, forcément. Et quand tu éclaires pas 24 heures sur 24, bah forcément, tu vas avoir une variation aussi de température dans tes réacteurs. Okay. Et cette variation-là, la température idéale pour une culture, c'est 22 degrés, pour donner une terme d'idée. Voilà. Tu as des souches, par exemple, comme la Dunelia saina, à 28 degrés, elle crache. La Nano-Colepsis oculata, elle peut monter à 28-29, tu vois. Donc l'idéal, c'est d'avoir la meilleure stabilité. En dessous de 20 degrés, elle ne va pas vraiment croître. C'est pour ça que quand tu as du phyto et que tu le mets au frigo, la souche se met en sommeil. C'est pour ça que tu peux la garder assez longtemps. Elle ne va pas trop se développer. Voilà pour la culture assez rapide hein, de phyto. Pour finir sur la culture de phyto, tu as ton réacteur, tu as ta lumière, tu as le bulleur. Bon, c'est bien. Tu mets. Donc après, vas-y, dis-moi.
Au niveau du bulleur, là, il y a pas quelque chose à faire sur le bulleur aussi? Il n'y a pas une histoire de stérilisation par rapport à l'air qui récupère dans la pièce? Il n'y a pas quelque chose? Donc le bulleur, alors déjà, la base, hein, c'est que tu le mets plus haut que le réacteur pour éviter à un moment donné d'avoir un retour d'eau, ça c'est obligatoire. Moi, ce que je conseille, c'est bien entendu d'utiliser tout ce qui est stérilisation, donc tout ce qui est tuyaux et autres. Avant utilisation, c'est de les faire bouillir ou chauffer assez à plus de 60 degrés. Ouais. Euh, et après, tout à fait, c'est-à-dire l'air de la pièce, c'est comme à un moment donné dans une pièce fermée où tu as un bac récifal. C'est plus par rapport au pH. Il faut que ton bac soit assez aéré. Donc là, ton réacteur soit aussi assez aéré. Donc ça veut dire que l'air qu'on appelle ta pompe à air, doit prendre l'air d'un endroit où c'est pas complètement fermé ou aseptisé. Puisque là, autrement, ce que tu vas voir, c'est que tu vas rajouter de l'air qui va être plutôt presque acide dans ton bac, et tu peux avoir une baisse de pH de ta culture. Voilà. Donc, je contrôle très peu mon pH parce que mes cultures sont viables. Mais à un moment donné, c'est aussi, il y a certains récipientistes, quand je discute avec eux, c'est aussi une cause de crash, c'est qu'à un moment donné, ils sont vraiment dans une nageoire complètement fermée. Et là, bah, tu as une baisse de pH grâce peut-être à cause de l'acidose. Voilà. Au niveau de l'eau aussi, quand tu fais ton eau de mer naturelle, on m'a dit aussi qu'il faut aller faire bouillir l'eau aussi. Comment la Donc, stabiliser? l'idée, c'est que comme tu fais une culture, c'est que ta culture elle doit durer le plus longtemps possible. Donc, il faut que ton eau soit la plus stérile. Donc, soit, moi, ce que je conseille, tu ne prends pas la tête, hein, tu prends du sel basique, instant océan, par exemple. Surtout pas du sel vraiment enrichi, puisque là, il va être trop costaud pour la culture. Du sel basique avec de l'eau osmosée, obligatoire. Pas prendre de l'eau du bac, pour une simple bonne raison que ton eau du bac, il y aura plein de zooplancton dedans, au microfaune. Donc ça va venir, ça va être la fête pour eux, c'est très bien. Mais ta culture, elle va être morte, quoi. Euh, ton eau, ce que j'ai vu souvent, alors là, je vais plutôt parler quand tu démarres une culture et après quand tu veux repiquer. Pour démarrer une culture, en règle générale, tu as, le ratio 1/3. L'idéal, c'est que tu pars par un volume d'1/3 de souche. Genre, par exemple, si tu as une culture d'1 litre, tu veux faire une culture d'1 litre de phyto, tu prends 330 millilitres de souche et tu rajoutes 660 millilitres d'eau préparée. Et là, tu as ta culture d'1 litre que tu peux lancer. Il ne faut pas trop diluer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as un réacteur de 2 litres, si tu mets 330 millilitres de souche, tu ne vas pas rajouter presque 1,5 litre d'eau. Parce que ta souche, elle va être beaucoup trop diluée. Donc, avec un risque qu'elle n'arrive pas forcément à maturation. Donc, ça, c'est le ratio d'1/3. Ton eau, ce qui est intéressant, c'est que alors quand tu imagines tu as un réacteur d'1 litre, à cela, tu vas rajouter de l'engrais. Je vais en parler tout à l'heure de l'engrais. Puis à un moment donné, au bout de, allez, on va dire, selon la concentration de la souche, au bout de entre 10 et 15 jours, tu vas pouvoir commencer à récolter. Si tu as une culture d'1 litre, je conseille de récolter 1/3. Toujours pareil. Comme ça, il te restera 2/3 dans ton réacteur. Ce 1/3, tu le récoltes, tu le mets au frais au frigo et tu re-remplis d'1/3 d'eau préparée, salée que tu as fait. Voilà. Et comme ça, tu tournes. Alors pourquoi 1/3? Pareil, c'est pour éviter que ta souche, disons, ta culture soit trop diluée. Alors après, la question, faire très attention, c'est que quand on va repiquer une souche, il faut que la température de l'eau que tu vas rajouter soit la même température que ton réacteur. Sinon, on va avoir un déséquilibre. Pas bon pour la souche. La même salinité. Donc là, c'est une petite astuce. Si ta culture est à 1025, à un moment donné, peut-être rajouter de l'eau à 1024, parce que tu peux compenser comme ça naturellement tous les 15 jours ou tous les 10 jours ta salinité. Voilà, comme ça, ta salinité, elle ne bouge pas. Et ce que je conseille, c'est préparer son sel la veille. Parce que ton sel, il est quand même agressif. Et si tu prépares juste ton sel 10 minutes avant de rajouter dans ta culture, ça peut attaquer aussi ton phyto. Et ça peut aussi cracher ta culture. Voilà, c'est des petites astuces comme ça. Voilà. Et Ok. après, dis-moi, il y a peut-être des questions sur ça, puis Ouais, après, je vais parler de l'engrais. tout à l'heure, quand tu parlais tout à l'heure de la densité du plancton, Ouais. il y a John qui dit si on la congèle, si on congèle le phyto, quel est l'intérêt? Elle est bonne ou pas du tout? Alors, Par si tu rapport congèles ton, par rapport à la vivante, quoi. ouais, si tu congèles ton phyto, ça va toujours être bon pour après rajouter dans ton bac. Je suis en train de. Tu peux. Il y en a certains qui ont réussi à relancer des cultures grâce à ça. Là, je suis en train de faire des tests dans mon petit labo où là, j'ai mis des souches
ça fait déjà 2 mois qu'elles sont au frigo. Et je vais essayer de les relancer. Je ferai un tuto sur ça. Pour voir combien de temps on peut les garder dans le frigo pour pouvoir relancer ces cultures si à un moment donné, j'ai une culture qui crache. Euh, donc, pour répondre à la question, si tu as trop de phytoplancton, tu peux le mettre au congèle. Comme ça, après, tu t'en serviras pour pouvoir petit à petit donner à ton bac. Généralement, c'est plutôt la vraie question, si tu en as trop, c'est peut-être que tu as surdimensionné ton réacteur par rapport à la consommation de ton bac. Donc, c'est toujours cette question-là. C'est comme tout, c'est comme un réacteur à calcaire ou d'autres. Il faut toujours voir la bonne dimension par rapport à la consommation que tu as de ton bac en particulier. Je vois pas les questions, donc si tu en as d'autres, tu me dis. Hein. Ah non, vous avez avancé une question aussi, mais sur mon Messenger personnel. Donc après, et donc, ouais, bah vas-y, autrement, je savais pas. Il y a Michael qui me demande aussi quelle densité pour la préparation. Densité de plancton, je pense. Ah, pour la préparation, alors, toi, tu as la densité de l'eau en elle-même, donc je conseille du 1024. Voilà, ce qui entre 1023 et 1025, c'est toujours bon, hein, entre parenthèses. Petite information, tu vois, tu as le phytoplancton du Nelia sainina. Ça, c'est assez sympa parce que quand je m'étais lancé dans ça il y a quelques années de ça, j'avais appris des choses. Du Nelia sainina, la particularité de ce phyto-là, c'est qu'il est beaucoup utilisé dans les marais salants où tu as une forte salinité. Et quand il y a presque plus d'eau et il devient, donc la salinité est assez forte, il commence à avoir une couleur rouge, ce phyto-là. Et c'est les Artemia salina qui en mangent. Ah, ok. C'est pour ça. C'est pour ça que Exactement. Et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et c'est ce qui donne la couleur des flamants roses, puisque les flamants roses mangent les Artemia salina. Voilà, c'est tout bête. C'est grâce à l'algue du Nelia salina. c'est à Donc base ça, de carotène, ça s'appelle. exactement. Après, en termes de concentration, comme je dis sur mon site, tu vas voir ce qu'on appelle le disque de Secchi qui va permettre de voir la forte concentration. Là, je suis à peu près à 10 microns. J'utilise un microscope. Après, à vue d'œil, comme je te dis, à un moment donné, quand tu as ton réacteur, pour ceux qui ont un réacteur classique avec un buller par le milieu, quand tu ne vois plus la paille qui permet de voir le buller, c'est que ton phyto est assez concentré. Alors, faire attention à ça, parce que quand on n'a pas parlé de la règle de vie d'un phyto, quand tu lances une culture, la première semaine, la culture va être exponentielle. Elle va croître, elle va croître. À un moment donné, ce qui est logique, elle va commencer à se densifier. Forcément, la photosynthèse va moins pénétrer à l'intérieur. Et donc, tu vas rapidement, au bout de 10-15 jours, 15 jours selon toutes ces variables, pourquoi je donne des ratios, ça va être selon la puissance de l'éclairage, la durée de l'éclairage, l'engrais donné. Enfin bon, il y a plein de paramètres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, elle va avoir une phase de plateau, ton phyto, qui va être assez compact, assez dense. Si tu récoltes pas, si tu fais rien, à un moment donné, il va décliner, il va mourir. Voilà. C'est pour ça que souvent, je conseille de nettoyer les réacteurs tous les 3 semaines, puisque tu vas avoir des plaques de phyto qui vont se coller sur la paroi et qui peuvent à un moment donné obscurcir cette photosynthèse. Concernant la culture, il faut rajouter aussi de l'engrais. Alors, grande question, l'engrais, parce que c'est toujours pareil. Hein. L'algue a besoin de lumière pour se développer, mais aussi besoin d'engrais. Il y a ceux qui font de la culture qui ne sont pas forcément dédiés pour le récifal, ils peuvent très bien prendre de l'algo-flash ou des types d'engrais, hein, c'est pareil, ça fonctionne très bien. Par contre, après, quand tu vas rajouter le phyto dans ton bac, l'idée, c'est pas de le pourrir, donc c'est pouvoir mettre un engrais qui est plutôt RISEF. Sur ça, il y a la méthode qu'on appelle le Conway, qui est plutôt basée sur les nitrates, qui est assez intéressante. Mais ne marchera pas pour le phyto, par exemple, Synechococcus sp, qui lui a besoin un engrais basé plutôt sur les cyclates et le phosphore. Et tu as l'engrais, ce qu'on appelle le F2P, la formule Guillard, qui est assez sympa. C'est pas l'engrais orchidée? Non, ça c'est un engrais. Le F2P, bon, sur mon site, tu as toute la formule aussi. Ouais. Pourquoi il est sympa? C'est que par exemple, le Conway, tu es obligé de rajouter des vitamines à côté, qui est très important, différents types de vitamines pour le phyto. L'engrais F2P, tu as tout qui est mélangé dedans avec les vitamines. Sur mon site, tu vas retrouver, alors, pour ceux qui font des petites cultures, je l'ai nommé comme ça, la marque PhytoBoost. Ouais, c'est tout simple, hein, c'est de l'engrais qui est déjà dilué, qui est déjà préparé. Tu rajoutes 1 millilitre par tranche de 100 litres, par tranche de 1 litre de culture plutôt, tous les 3-4 jours environ. Je parlerai tout à l'heure. Et pour ceux qui ont à un moment donné beaucoup de culture, je le propose aussi en poudre. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Tous ceux qui le vendent en France du F2P, on a le même fournisseur qui est en Angleterre. Voilà, en poudre. Donc, en poudre à diluer.
Donc, c'est pas compliqué. Tu as 100 grammes de poudre égale 1 litre d'engrais. Ouais. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et là, en termes de tarifs, je suis à peu près à moins de 10 euros les 100 grammes, plus les frais de port offerts à partir d'une certaine quantité. Donc, tu vois, c'est très, très abordable et ça dure super longtemps. Donc, il ne faut pas se prendre la tête. Moi, je conseille ça, hein, parce que là, l'avantage, c'est que tu as toutes les vitamines qui sont incluses dedans. J'avais commencé à regarder pour pouvoir me fabriquer mon propre engrais, parce que sur mon site, je te donne la formule. Hein, la formule Guillard, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas cachée, cette formule-là. Tu as tout ce que tu dois mettre en termes de quantité et achat. Et quand je commençais à voir pour m'acheter en grande quantité des vitamines, là, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, bon, je crois que le plus simple, c'est déjà d'acheter tout fait. Il y a un fabricant qui s'appelle CELI, Varicon Aqua, qui propose ça. Donc, autant acheter chez eux pour l'instant. Même si les frais de port sont ultra onéreux, puisque avec le Brexit, c'est assez la folie, mais c'est toujours plus avantageux. Attends, ici, j'ai une question sur le problème de cuivre. Ouais. Tu as déjà eu ça, toi, dans tes cultures? Je pense ils doivent parler de l'eau osmosée avec des problèmes de cuivre à l'intérieur. Non, j'ai pas eu ça. Je fais alors, comme pour mon récifal, je fais toujours des tests de l'eau osmosée qui permet de voir ce que j'ai dedans. Sur l'eau osmosée, la seule chose que je pourrais avoir, c'est des silicates classiques. J'ai plusieurs. Moi, j'ai mon eau osmosée pour mon bac récifal où là, j'ai de la résine MB400. Comme ça, j'ai plus de silicates. Et j'ai mon eau osmosée pour les cultures de phytoplancton où là, j'ai pas de résine MB400 qui me permet d'avoir des silicates, ce qui est très bon aussi hein, pour la culture de phytoplancton puisque c'est aussi une base d'engrais pour répondre. Mais non, j'ai pas eu de problème de cuivre. Par contre, le problème de cuivre, souvent, ça n'a rien à voir, mais sur un bac récifal, tu peux rapidement y arriver. Tu parlais tout à l'heure de refuge, hein, tu mets pas mal un refuge à algues. Tes algues, elles vont absorber tous ces métaux-là et vont permettre aussi Ouais, d'une manière naturelle, les enlever. question de John, comment tu récupères le phyto sans l'eau? Avec un tamis, je pense. Alors, tu as plusieurs choses. Le phytoplancton, donc moi, par exemple, pour mes cultures à moi, tu vas avoir deux types de récoltes. Tu as des grands industriels qui fabriquent du phyto, ils vont avoir des centrifugeuses qui vont permettre de pouvoir vraiment de condenser. Le problème, c'est que ça va éclater toutes les molécules. Donc moi, alors déjà d'une manière plutôt financière, j'avais pas voulu m'investir dans ça. Puis d'une autre manière, c'est pas forcément bon. Donc moi, la récolte, si tu veux, c'est quand mes cultures sont bien denses, je coupe le bulleur. C'est tout simple. Hein. Donc je te dis, je suis comme ça. Je coupe le bulleur et ce qui fait qu'à un moment donné, tu as ton phyto qui va se condenser ici. Et Mhm. tu vas avoir, généralement, sur une souche, pour te donner un terme d'idée, si tu as une souche il a 10 jours de culture sur un litre, tu vas avoir les trois quarts qui sont en eau. D'accord? Sur une souche mature, tu vas avoir même pas 2-3 cm de couche d'eau, pour donner un terme d'idée. Donc, je coupe le bulleur et 2 heures après, à un moment donné, tu récoltes par le bas. Donc, ce qui permet d'avoir ton concentré de phyto, sans récolter l'eau. Ouais, C'est ce que voilà. je conseille aux récifalistes pour faire ça, c'est le plus simple possible. Comme ça, tu as un phyto assez concentré qui est assez sympa pour pouvoir donner à ton bac. Et Michael qui pose aussi une question. Quand tu vidanges ton phyto pour nettoyer la colonne, tu le mets où? Ensuite, tu nettoies avec quoi? Et je pense bien sécher ensuite avant de réintroduction du plancton. Ouais. Donc, tu nettoies ton réacteur, si à un moment donné, tu as un phyto qui n'est pas forcément de bonne qualité dans ton réacteur, c'est-à-dire qu'est-ce que tu le vois, tu commences à voir qu'il va boulocher un petit peu. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ton phyto, il devait être très très fin au microscope et tu vas commencer à avoir différentes particules. Ce que je conseille de faire, c'est ce qu'on appelle le passer au tamis. Alors, le tamis, soit à un moment donné, tu veux te faire plaisir, tu achètes des tamis de différents types de microns. Euh, Moi, ce que je conseille, c'est que tu prends un micron-bag de 200, par exemple, que tu utilises, quand on est tous récifalistes, hein, tu achètes ça, une chaussette de 200, tu la découpes et tu te mets, j'ai un tuto pareil, tu te la mets dans un tuyau de 100, et là, tu te fais ton tamis. Tu as un tamis, tu as vraiment un filtre micro-bag de 200. Et là, tu fais passer ton phyto à travers ce filtre-là. Donc, à partir de là, à un moment donné, ça va retenir toutes les grosses particules. Et donc, ça va vraiment permettre d'avoir un phyto qui est complètement propre. Ces grosses particules-là, après, tu peux les balancer dans ton bac. Tes coraux, ils vont en raffoler, même parfois tes poissons, si elles sont trop grosses, les particules. Ça, c'est l'idée. Moi, quand je nettoie mon réacteur, j'ai vraiment ce qu'on appelle un support spécifique par souche qui sont complètement désinfectés.
Et à partir de là, je récupère alors moi, j'ai des réacteurs de plus de 20 litres, si tu veux, donc plusieurs types. Donc, je récupère toute ma culture, je nettoie mon réacteur et je réinjecte ma culture dedans. Voilà. Et ce qui me permet aussi de la contrôler et voir la qualité du phyto. Très important, ce que je disais tout à l'heure, quand tu utilises ton éclairage, par exemple, si tu es sur des LED horticoles rouges, il faut quand même mettre du blanc, parce que c'est ce qui va te permettre à l'œil de regarder la couleur du phyto. Parce que c'est aussi un indicateur. Ton phyto, soit à un moment donné, il va commencer à tourner vers le jaune, c'est-à-dire qu'il va vraiment avoir faim, si tu veux. Surtout pour la nanacrolypsis, que ce soit Salina oculata, c'est très rapide. Quand elles ont faim, elles vont commencer à tourner un peu sur le jaune. Donc là, tu dis, il va manquer de langage. Si à un moment donné, le phyto va commencer à boulocher, là, à un moment donné, il faut filtrer. Et derrière, peut-être qu'il manque aussi de vitamines. Ça arrive souvent avec la nanocrolypsis oculata, qui, elle, est beaucoup plus compacte, si tu veux. Donc là, il faudra rajouter un peu plus de vitamines pour. Tu vois, tu as des traitements comme ça automatiques à vue d'œil. Ok, ok. Ouais, on a dit tout à l'heure, c'est Sylvain qui demande le phyto plutôt le soir à la tombée de la lumière ou écumeur éteint. Alors, déjà, écumeur, tout dépend si tu veux, si tu as du phyto à profusion ou pas. Ceux qui font de la culture du phyto, je le dis, tu n'as pas la peine de te prendre la tête à couper l'écumeur. Quand tu fais pas de la culture, ouais, je conseille au moins écumeur 1 heure éteint. Ça va éviter qu'une partie du phyto aille dans ton écumeur. Voilà. Ça, c'est un peu c'est plus simple. Après, concernant l'ajout de phyto, comme je disais, le mieux, c'est donner à des moments où tu vas avoir tes coraux qui vont chasser. Donc, c'est souvent le soir, quand l'extinction des lumières, ou le matin. Voilà. C'est là que tu vas avoir une meilleure absorption. C'est assez sympa parce que quand tu le fais, tu vas avoir aussi beaucoup sur certains ALPS, tu vas vraiment avoir toutes les polypes qui vont chasser et tu les vois par rapport à ça. Parce que vous dire, hein. Autre, autre avantage, je suis en train de tester, parce que c'est vrai que beaucoup mettent des oligo-éléments dans leur bac. Ah bon? Euh, et c'est tout bête, mais quand tu vois l'engrais que tu mets dans le phyto, contient déjà pas mal d'oligo-éléments. Et donc, normalement, c'est pour ça que je suis en train de tester, là, je suis en train de voir, je fais des tests ATI et tout. Logiquement, dans ton phyto, tu devras retrouver un peu d'oligo-éléments. Donc, logiquement, mais là, je ferai un tuto ultérieurement sur ça. Moi, j'ai stoppé les oligo-éléments depuis plus de 6 mois dans mon bac. Je ne vois pas la différence. Parce que déjà, dans mon phyto, je sais que j'en ai. Mais après, à quelle contenance et autres, je ferai un tuto plus précis sur ça. Ouais, il Donc, faut voir lequel Lego est exactement. dans l'algue. Ah, logiquement, tu le retrouves par rapport à l'engrais que tu mets dans ton phyto. Hein. Forcément, l'engrais que tu mets dans ton phyto se retrouve dans le phyto. Et à partir de là, il y a une partie consommée, l'autre partie qui n'est pas consommée. Donc, tu vas retrouver un peu de fer obligatoirement. Diode, Euh, peut-être de l'iode. forcément. Ouais, de l'iode. Après, tu vas un peu de magnénèse. Tu vois, tu vas avoir certains éléments. Mais bon, voilà, c'est. Les manganèses et l'iode, c'est des valeurs très faibles dans l'eau de mer. Mm. Après, moi, ce que je rajoute, moi, c'est plutôt les grosses concentrations qui me manquent, comme le strontium, le fluor aussi qui me manque beaucoup. Ouais. Ah, ça, ouais. Ça, le strontium, c'est des coraux durs, hein. Ça pompe énormément. Donc, voilà pour la culture. Après, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Là, j'en vois pas pour l'instant. Là, on a fait le phyto, on a fait le tuto sur le phyto. On va faire le plancton maintenant, le zooplancton maintenant. Ouais. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Donc le zooplancton, tu veux, pareil, hein, le zooplancton, je vais plutôt parler, tu as deux types de zooplancton. Tu vas avoir le zooplancton qui est super intéressant pour pouvoir démarrer des bacs d'ensemencement, disons vraiment semencer en microfaune. Donc c'est souvent ce qu'il faut, c'est du zooplancton, voire du métazooplancton, c'est tout ce qui est benthique. Ça, moi, c'est pas mon créneau. T'en as certains comme Aquamicrophone ou d'autres boîtes qui font ça, qui sont très bons et je préfère les laisser sur ça. Puis après, tu vas avoir du zooplancton qui va être intéressant pour pouvoir continuer de pouvoir rajouter un peu de microfaune dans ton bac. Donc souvent, c'est du mélange qu'on appelle colonne d'eau et un peu de benthique avec quelques copépodes. Donc dans le zooplancton, il y a tout ce qui est colonne d'eau, ça va surtout servir pour tout ce qui est les coraux. Alors le plus classique, hein, les rotifères, c'est très simple à cultiver. La culture,
Pour tout ce qui est, petite parenthèse, pour tout ce qui est culture de zooplancton, il faut d'abord maîtriser la culture de phyto. C'est obligatoire. Pour une simple bonne raison, parce que pour te donner un terme d'idée, si tu as, en ratio, hein, si tu as 1 litre de culture de zooplancton, ça va être à peu près, allez, on va dire 300 millilitres de phyto qui va être absorbé en une journée sur une culture qui est bientôt mature. Donc ça te bouffe vraiment du phytoplancton, c'est impressionnant. Donc si tu maîtrises pas déjà ta culture de phyto, c'est mort. Après, en culture de zooplancton, le plus intéressant, alors, moi je distingue deux choses. Tu vas avoir ce qu'on appelle le zooplancton, tout ce qui est copépode, puis après rotifère. Rotifère, c'est pour la colonne d'eau, donc ça va permettre de nourrir tout ce qui est, alors si tu as beaucoup utilisé, hein, si tout ce qui a larves de poissons ou autres, juvéniles, c'est ça, mais autrement, dans nos bacs à nous, c'est surtout les coraux qui vont adorer ça. Donc ça, c'est plutôt pour les coraux, ça part dans la colonne d'eau. Tu en as à profusion, c'est exponentiel, donc ta culture en 12 jours, un rotifère, la durée de vie d'un rotifère, c'est maximum 12 jours, pour te donner un terme d'idée. Donc là, tu renouvelles assez facilement ta culture. Je pourrais en parler tout à l'heure, comment faire une culture sur ça. Et après, les copépodes qui sont super intéressants, parce que dans les copépodes, pareil, tu vas avoir des copépodes qui vont être plutôt de la colonne d'eau, donc comme par exemple les copépodes tigres, qui sont d'une certaine taille, vraiment visibles à l'œil nu. Puis après, certains copépodes qu'on va appeler plutôt des copépodes benthiques. Donc là, eux sont intéressants aussi. Tu me parlais l'autre jour, tu soulevais une bouture, tu en as plein en dessous. Tu les retrouves vraiment au fond dans le substrat. Ils vont nettoyer et manger tout ce qui est saleté de ton bac. Donc ça, c'est intéressant. Et ça va être la chaîne alimentaire. Quand tu as un poisson, par exemple, mandarin dans ton bac ou plusieurs mandarins, ils se nourrissent que de ça. Donc, obligatoirement, tu en as besoin. Bon, et puis après, les coraux et les LPS, ils adorent. Moi, tu vois, j'ai pas mal de LPS, donc un Cataphilia. Il a presque doublé de volume en quelques années. C'est impressionnant. Et ça, ils se nourrissent de ça à profusion. Ouais. Donc ça, c'est assez simple aussi comment dire, à cultiver. Logiquement, quand tu as un bac, il y en a beaucoup qui me posent la question, est-ce qu'il faut en rajouter? Il faut rajouter la microfaune benthique ou pas? Logiquement, je dis quand tu as un bac qui est mature, qui tourne depuis des années, tu as déjà de la microfaune dedans. C'est obligatoire. Oui, je fais après, des cailloux, tu les vois. Hein. Exactement. Après, tu as peut-être, alors si tu utilises un filtre UV 24 heures sur 24, et là, j'en parlerai pas si c'est pour ou contre, parce que alors, je suis plutôt pour, je suis pour les méthodes naturelles. Oui, peut-être de tout ce que la microfaune qui est dans ta colonne d'eau est grillée, mais dans les pierres et dans le sable, tu en as toujours. Tu vois. Donc, tout ce que tu vas rajouter en zooplancton, ça va vraiment servir, faut le dire, hein, ça va servir plutôt pour nourrir tes coraux et ta macrofaune. Et ça, c'est plutôt important que dans le zooplancton, tu as aussi ta macrofaune. Macrofaune, donc ça taille un peu plus au-dessus. Plus connus, on les voit, tu vois des mysis, par exemple, tu vois sur les gamards, tu en vois beaucoup de gamards sur des petits crustacés qui courent sur les pierres vivantes et tout. Ça, ils adorent, les gamards, par exemple, ça se nourrit de rotifères et de copépodes, obligatoirement. Donc, toute cette macrofaune-là a besoin de zooplancton pour pouvoir se développer, si tu veux. Donc, quand toi, tu veux prendre l'eau de mer du large, forcément, tu as du phyto et du zoo dans ton bac, c'est nickel. Quand, par contre, tu habites en ville et que tu n'as pas cette possibilité-là, bah là, l'idée, c'est aussi de pouvoir fabriquer ça chez toi facilement. Et là, tu peux en avoir à profusion. Donc, pareil, la culture, hein, c'est encore plus simple que le phyto, puisque, par exemple, la culture de rotifère, moi, j'ai noté qu'une culture de rotifère ou de copiépode à une température d'eau entre 20 et 22 degrés, ça fonctionne très bien. La lumière, tu as juste besoin de faire la photosynthèse entre le jour et la nuit pour pouvoir qu'ils se reproduisent. Donc, entre 8 et 10 heures de lumière, ça suffit. Ta salinité, tu peux aller à 1024, elle peut exploser à 1026, c'est pas trop grave. Bon, l'idée, c'est toujours avoir une bonne salinité. Et là, tu mets juste un bulleur pour pouvoir remuer tout ça pour pas que ça stagne. Et là, tu as ta culture qui est partie. Et c'est encore plus simple parce que là, tu rajoutes un peu de phyto. Donc, tu as ton eau qui va se colorer un peu de vert clair. Et quand à un moment donné, elle commence à redevenir transparente, bah là, ça veut dire qu'il faut nourrir. Tout a été consommé et tu rajoutes. Voilà. Puis, au bout de ce que je dis, au bout de, allez, on va dire, de 15 jours maximum, tu changes l'eau. Donc là, tu filtres. Tu vires l'eau, puisque un rotifère, c'est maximum 12 jours de vie. Donc, si tu les as pas récoltés avant, bah, ils sont morts. Donc, ça peut augmenter tes nitrites. Tu changes l'eau, tu mets de l'eau neuve, puis voilà, ça tourne, quoi. Bah, y a un gars qui m'a posé une question. C'est Sylvain qui pose une question pour lancer sur mon.
Ouais, alors, je sais pas trop de quoi il parle, sur le sel quand tu fais la culture de phyto ou c'est sur le sel du bac. Il dit, dans le sel enrichi, tu as déjà beaucoup d'oligo. Ouais, mais On voit pas moi, trop. comme je disais tout à l'heure, pour le sel de la culture de phyto, pour revenir sur le phyto, euh, euh, j'ai eu de meilleurs résultats et j'ai eu très peu de crash avec du sel non enrichi. Voilà, c'est ce que je disais. Parce que le problème du sel enrichi, c'est tout comme pour le bac récifal, mais après, c'est encore mon avis, hein. Moi, par exemple, dans mon bac récifal chez moi, je mets du sel non enrichi parce que tu sais pas forcément en quoi il est enrichi. Donc, je préfère faire moi-même euh, mes compléments. Donc, du sel basique et avec des bons compléments à côté, je trouve qu'au moins, je sais ce que je mets dans mon bac. Donc, pareil pour mes cultures de phyto, je préfère mettre du sel non enrichi, le plus basique. Et à côté, je sais ce que je mets en engrais puisque j'ai testé l'engrais et je sais de quoi il se compose. Tu vois. Parce que quand j'ai été voir à Concarneau, j'avais été voir je sais pas comment ça s'appelle, l'école d'aquarium qui est là-bas. J'avais été voir un coup, donc il m'a expliqué un peu la culture de phyto et je crois même qu'ils utilisaient du sel de table pour faire leur Ouais, culture. après, ouais, tu peux utiliser du sel de Guérande, par exemple, ou du sel de table, si tu veux. J'ai pas testé ça. Comme on est récifaliste, forcément, on a du sel chez nous, donc voilà. Ils traînent quelque part. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bonne journée, donc là. Ah tiens, il y a John qui demande tu conseilles un rajout tous les combien de temps je pense que dans le bac, je pense, De de, zooplancton de ou de phyto. phyto? De phyto. Non, de zoo, lui. Lui, c'est de zoo. Ouais, parce que le phyto, à un moment donné, pour ceux qui n'en mettent pas dans leur bac, quand tu commences à en mettre, tu vois comment ton bac, il adore, il se comporte bien. À un moment donné, tu es picousé à ça et t'arrêtes pas. Voilà, il y en a beaucoup qui me posent la question et à un moment donné, soit ils partent sur l'ajout naturel tout fait, puis à un moment donné, ils se le font eux-mêmes après la culture parce qu'ils voient que ça comporte bien. Le zooplancton, ça va être pareil concernant la consommation du bac, la population du bac, si tu as un refuge ou pas. Si à un moment donné, je prends un exemple, tu as un bac récifal, tu as un refuge, tu peux rajouter un peu de zooplancton, ça va permettre de le peupler, mais le fait de rajouter après du phytoplancton va permettre de nourrir et développer tout ce zooplancton-là, si tu veux. Donc à un moment donné, C'est quand un tu bouche. rajoutes du zooplancton, quand tu rajoutes du zooplancton, on va dire soit à un moment donné, tu peux faire de la culture, ajouter des rotifères, je précise, hein, rotifères, parce que ça va être vite parti dans la colonne d'eau, ça va être vite mangé par les coraux, par tout ce qui est micro-organismes et autres. Donc les rotifères, après, tu n'en as quasiment plus. Donc après, tu peux en rajouter pour pouvoir nourrir. Les copépodes, s'ils sont benthiques, ils vont se réfugier, puis ils vont se développer si tu rajoutes toujours ce qu'on appelle du phytoplancton. Si tu n'as pas de refuge, oui, là, tu peux, selon la consommation de ton bac, tu peux rajouter une fois par mois ou plus si je te prends un exemple, tu as un bac de 200 litres avec deux mandarins à l'intérieur. Là, sans refuge, même une fois par mois de zooplancton, ça suffit pas. Tout est variable. Maintenant, si tu as un bac qui tourne bien avec un refuge, logiquement, s'il est bien ensemencé, juste du phyto devrait suffire. Donc voilà, qu'est-ce qu'il raconte encore? Il a des gamards de. Ouais. Il est rempli de gamards de la taille d'une pièce de 1 centime, donc pas besoin de zoanto à rajouter. Donc il pose la question. Bah, après, s'il est complètement rempli de gamards, c'est que ces gamards-là, ils vont se nourrir de microphones. Donc tout ce qui est, pareil, copépodes principalement. Donc, soit il en a beaucoup, il rajoute du phyto pour les développer et avec un refuge et autres, et il n'y a pas besoin. Soit à un moment donné, il rajoute pas de phytoplancton, il n'a pas de refuge. À un moment donné, les gamards, ils vont plus rien avoir avec tes, puis à terme, il va de moins en moins en avoir. Si tu veux. Toujours pareil, hein, chaque bac est différent. Après, il faut bien comprendre la logique de la chaîne alimentaire, et à partir de là, tu vois qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui peut coincer dans ton bac récifal, qu'est-ce que tu n'as pas, qu'est-ce qui est pas stable. Parce que lui, Voilà. John, je sais qu'il a un bac assez petit, je crois que c'est un bac de 60 litres qu'il a. Ouais. Il a pas mal de LPS, donc ouais, la consommation peut être assez vite. Ouais, exactement. C'est pour ça que je dis chaque bac est différent selon. C'est toujours pareil hein, dans le récifal, comme tu le sais bien, c'est la stabilité, c'est dimensionner tes coraux, ta population de poissons par rapport aussi à la consommation. Si par exemple il met dans 60 litres un mandarin, bah là c'est mort. Hein. Même avec plein d'ajouts de zooplancton, le mandarin il va pas tenir.
vois, c'est toujours pareil. Pareil. Tiens, il y a une question aussi sur ton concurrent Easy SP, SPPS. T'as des avis? Allez-y. Ouais, le Easy SP, Comment? la nourriture pour les coraux à petits polypes. Allez-y, SPPS. J'ai utilisé le produit, j'ai pas trouvé ça génial. J'ai eu, Après, j'ai eu beaucoup de cyano euh, là-dessus, j'ai eu beaucoup de plein de choses, quoi, mais j'ai pas trouvé que le produit était bien pour nourrir les coraux. après, j'ai l'avantage d'avoir très peu de concurrents. Je m'explique. J'ai un créneau où, en toute en transparence, mon défaut produit, c'est que je suis du 100% vivant, sans ajout dedans comment dire, Ouais, de conservateurs le gel. euh, et de tout. Tu vois. Donc, c'est mon défaut, mais qui est aussi ma force. Je m'explique pourquoi. Parce que ce défaut-là, bah, je ne peux pas le vendre en grande distrie, je ne peux pas le vendre en magasin, je ne peux pas le vendre. J'ai quelques partenaires quelques poissonniers, gros magasins d'aquariophilie qui sont revendeurs en Belgique et en France de mes produits, par exemple. Mais on est vraiment en live, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a un client qui achète, il reçoit le produit directement en flux tendu chez lui. Ça ne peut pas être stocké en magasin puisque dedans, on n'a pas de produit de conservation. À la différence de la plupart des produits de phyto qu'on retrouve dans le commerce où il y a des produits de conservation dedans. Donc, ce que souvent je dis, c'est faut regarder la date de péremption ou la durée de conservation du produit. Si le produit est marqué se conserve par exemple 2 mois ou 3 mois au frigo, logiquement, ça va être du bon produit vivant, obligatoirement. S'il est marqué plus de 6 mois, voire 1 an, alors là, tu dis que si c'est 1 an, par exemple, sur tout ce qui est poudre ou gel et autres, là, c'est du mort. Si tu rajoutes du phyto mort à l'intérieur de ton bac. Donc, c'est toujours mieux que rien, entre parenthèses, mais ça reste du phyto mort. Tu vois. Ah, c'est un peu comme le Donc, lait. C'est un peu comme le lait, les yaourts, t'as des yaourts qui peuvent durer 2 ans et t'as des yaourts qui durent 6 mois, ou même pas, 3 mois, ils sont déjà morts. ouais. Tu vois, donc après, là, ce que moi je propose, c'est surtout à la base, c'était plutôt pour aider les récipientistes à faire leur propre culture chez eux, donc des souches qui sont vraiment pures, qui sont pas mélangées avec d'autres souches et qui sont bien concentrées. Puis pour ceux qui ne veulent pas le faire de la culture, là, ils mettent vraiment du vivant dedans, quoi. C'est aussi simple. Puis pour ceux aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui maintenant font de la culture, parce qu'ils ont acheté des produits chez moi, puis après ils font de la culture, ils en revendent sur le Bon Coin et eBay et autres. Ce qui est très bien, ça permet de démocratiser, j'ai rien contre, je trouve ça super. Mais ça permet pour ceux qui veulent savoir vraiment ce qu'il y a dans le phyto et pas flinguer leur bac, au moins ils ont, en gros, c'est pour ça que j'ai monté la société, ils ont un repère et un professionnel où tu sais derrière, il ne va pas rajouter tout et n'importe quoi dans sa culture. Au moins tu sais que tu vas avoir de la qualité pour mettre dans ton bac. Il y a une question. Le dosage est de 4 millilitres pour 100 litres. Peut-on augmenter la dose? Si oui, à quel moment on sait on peut l'augmenter? Ouais. Alors le dosage 4 ml pour 100 litres, comme je disais tout à l'heure, Bah, c'est une moyenne que j'ai vue moi-même, hein, et c'est par rapport à les différents types. Il faut bien comprendre que j'ai plein de récipientistes qui commandent et chaque récipient a des bacs différents. Et donc, à un moment donné, il faut bien donner une moyenne. Quand tu es sur un bac de démarrage, que tu n'as pas du tout de micro, tu as juste la microphone, tu n'as pas de coraux, tu n'as rien qui vont consommer le phyto, là, c'est même pas 2 millilitres tous les 2 jours. Tu vois, c'est vraiment très bas. 4 millilitres, tu peux assez facilement augmenter la dose. Pour donner un terme d'idée, en discutant avec des récipientistes, j'ai des récipientistes qui ont des bacs de entre 500 et 1000 litres. Ils sont rapidement à 300 millilitres de phyto tous les 2 jours. Tu vois. Donc, ça peut monter vite. C'est la consommation de tes coraux. Donc, à quoi tu vas le voir? En règle générale, c'est quand tu vas commencer à avoir les vitres qui vont verdir ou soit on parlait tout à l'heure, avoir des diatomées dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le phyto ne va pas être consommé. Peut-être tu peux avoir un peu de résidu d'engrais qui va lui aussi ne pas être consommé. Et donc, tu vas commencer à avoir ce phénomène vitre verte, si tu veux, ou diatomée. Donc là, quand tu commences à avoir ce phénomène-là, c'est que tu as peut-être donné trop de phyto par rapport à la consommation de ton bac et donc réduire un peu pour que tout soit consommé. Petite astuce, c'est nettoyer vos vitres aussi le soir. Voilà. Quand tu fais ça, ça permet aussi de propager tout ça pendant la nuit et ce qui évite pendant plusieurs jours, tu es tranquille. Bah, Que de nettoyer le matin ou journée. les poissons, ils aiment bien ça aussi. Ah, ils adorent ça, ils adorent ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Phyto, ISO, tout prêt, ajouté plusieurs fois par semaine avec refuge. Alors, le zoo, avec refuge,
Le zoo, tu peux le réensemencer, en mettre une fois si tu veux, après, mais c'est tout d'un coup, point. Le phyto, oui, je conseille toujours pareil. Soit tu en as naturellement dans ton bac, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faut, dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, on va dire, tu as ton bac qui est devant une vitre en plein soleil. Tu vas avoir les vitres qui vont verdir. Donc là, naturellement, bah, tu vas nettoyer tes vitres et naturellement, tu vas rajouter du phyto dans ton bac. Voilà, parce que le phyto, via la photosynthèse, s'est développé et peut en rajouter dans ton bac. Voilà, donc là, naturellement, tu n'es pas obligé forcément d'en rajouter beaucoup. Mais autrement, bah, plus tu en rajoutes, plus ta microfaune va se développer, va grossir et les coraux vont adorer. Donc, généralement, c'est pour ça que je dis tous les 2 jours, c'est un bon ratio. En moyenne 4 millilitres par tranche de 100 litres. Donc, si tu as un bac de 1000 litres, rapidement, tu vois, tu es à 40 millilitres. Au mieux, tu peux doubler pour voir ce que ça fait. Si tu commences à être vraiment full coraux, LPS, plus tu as des bacs qui sont LPS mous, vont être consommateurs de phyto. Les SPS, beaucoup moins, forcément, parce qu'eux, ils sont carnivores, donc c'est autre chose. Ça va être plutôt la microfaune. Après, tout dépend aussi du bac que tu as. Bah, ouais, faut comprendre un peu quoi, le phyto et le zoo. Quoi. Le zoo, c'est Ouais, animal, le phyto, c'est la plante. exactement. Alors, qu'est-ce qu'il raconte Nicolas, pour un anneau de 60 litres, tu conseilles de mettre combien de phyto et de zoo et quel dosage et quelle fréquence? Bah, c'est toujours pareil. Ça va dépendre s'il est vraiment fourni, si tu as beaucoup de coraux dedans. Ton anneau, est-ce que tu fonctionnes quand même avec un écumeur ou pas, ou tu fonctionnes que avec des changements d'eau. Tu vois, il y a plein d'éléments. S'il est bien fourni, s'il y a beaucoup de coraux dedans, donc il est déjà bien plein, tu peux partir. Pour un anneau, je resterai quand même sur 4 millilitres par tranche de 100 litres. Pareil, quand je dis 4 millilitres, c'est sur un phyto, parce que je dis ça par rapport aux produits que je propose, qui sont très concentrés. Pareil, si tu as, ce que je voyais, des récifalistes, même aux USA, là, qui rajoutent du phyto dans leur bac, leur phyto est assez dilué, donc ils vont rajouter peut-être beaucoup plus. C'est toujours pareil, quand on parle de quantité, il faut regarder la concentration du phyto. 4 minutes d'un phyto qui est complètement dilué, c'est pas pareil que d'un phyto qui est complètement concentré. Donc moi, cette règle-là que je dis, c'est vraiment lié par rapport aux produits que je propose, qui sont concentrés. Donc là, dans son cas, s'il est assez fourni en coraux, 4 millilitres, donc sur 100 litres, il a un bac de 60 litres, tu peux mettre 3 millilitres tous les 2 jours. Voilà, Et tu as une facile. question aussi, tiens, t'as pas eu des clients qui ont des Jobert, par exemple? Dès quoi, excuse-moi. Des Jobert? Non, j'ai pas eu, non. Non, non, j'ai pas eu. Parce que je suis pensé à ça. Ouais, Je meurs pour épurer l'eau. Alors, ouais. rajouter du plancton pendant 2 jours, ça, est-ce que ça va pas non plus trop vous J'ai eu aider? des clients, des professionnels qui font de la culture des crevisses, qui eux utilisent du phyto pour pouvoir développer aussi tout ce qui est juvénile. Ouais, si, après, j'ai eu des clients qui n'ont rien à voir, mais qui sont des peintres qui utilisent du phyto en peinture. Tu vois, c'est assez variable. J'ai Ouais. aussi des clients connus comme l'Aquarium de La Rochelle ou d'autres sur de l'engrais, par exemple. Oui, oui, c'est variable. C'est variable. Ok, continuons. Parce que là, ça y va les questions. Ah, et Blaise qui me parlait de quels soucis, je pense qu'il doit parler du Lady SPIS. Alors, les soucis que j'ai eus, moi, c'était beaucoup de cyano dans le bac. Bah, les vitres étaient vachement vertes aussi. Qu'est-ce que j'ai eu comme souci? Je trouvais que les pierres étaient pas belles non plus. Je trouvais qu'il y avait un petit Donc, début de verdure sur des pierres. ouais, alors si tu as, alors faire attention, si à un moment donné tu commences à avoir tes pierres, soit un dépôt de verdure sur tes pierres, ou soit un dépôt plutôt brun qui pourrait être des diatomées et autres, souvent ça va être là, alors, tu as déjà la quantité de phyto, mais aussi la qualité de phyto que tu mets dedans. Je m'explique. Quand je dis qualité, c'est il suffit que ton phyto contienne beaucoup d'engrais, bah forcément tu vas rajouter de l'engrais dans ton bac. Et ça va développer toutes les algues, les autres algues, elles vont adorer hein, les autres algues de ton bac. Donc c'est pour ça qu'il faut être super rigoureux. Si tu fais de la culture, par exemple, si tu fais de la culture chez toi de phyto, souvent, qu'est-ce qui va faire que l'engrais soit consommé? Ce que je disais tout à l'heure, c'est la photosynthèse, donc éclairage 24-24. Ça va vraiment développer et faire en sorte que le phyto absorbe vraiment cet engrais-là. Première chose, la concentration du phyto. Si ton phyto est ultra concentré, bah forcément la photosynthèse, la lumière ne va pas passer vraiment complètement à travers tout ton réacteur et donc derrière, bah, il va être moins consommé en termes d'engrais.
Et bien entendu, quand est-ce que tu rajoutes l'engrais, quand est-ce que tu récoltes. Si tu rajoutes ton engrais et tu récoltes 2 jours plus tard, bah, tu es sûr que tout ton engrais n'est pas utilisé. Voilà. C'est toutes ces questions-là à bien checker. Souvent, quand je conseille des récipialistes qui ont eu ces problèmes-là, il y a toujours ce que je disais, soit la lumière, soit la concentration, soit la durée d'engrais qui n'a pas été checkée, qui fait que, ah bah oui, mince, j'ai pas fait ça. Et c'est pour ça que tu peux en avoir dans ton bac. Ah bah là, ils se causent entre eux, donc ok, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le zoo là, on a fait tout le zoo. T'as autre chose à rajouter après le zoo? Bah écoute, on a fait le zoo. Bah, pour l'instant, déjà, c'est pas mal hein, quand tu arrives vraiment à bien, à bien checker le phyto et le zoo. Déjà, en faisant ça dans ton bac, je pense que ça se développe pas mal. Après, on pourrait ultérieurement parler toujours des différentes souches de phytoplancton, puisque, comme je dis, il y en a qui sont faciles à maintenir, d'autres qui sont plus difficiles. Puis, souvent, on me pose la question pourquoi cette souche-là par rapport à une autre. Donc, en règle générale, ça va être plutôt par rapport aux différents types de nutriments que tu peux rajouter dans ton bac. Et aussi, si tu veux lutter un peu contre la cyano, tu peux rajouter du Synéchococcus. C'est toujours, c'est pas avec ça que tu vas l'éradiquer complètement, parce que pour moi, un meilleur remède, c'est tu peux très bien avoir un Reiter à Chaito, Kaito Morpha derrière, ça va vraiment développer et absorber tous les éléments du bac. Maintenant, c'est une solution parmi d'autres. Et l'avantage de la Synéchococcus sp, c'est que derrière, c'est comme si du phytoplancton, ça va concurrencer quand même la cyano, mais en même temps, ça va être consommé par les habitants du bac. Parce que celle-là, c'est de la bonne cyano. Voilà. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de cyano, c'est encore une corde supplémentaire à leur arc pour pouvoir lutter contre cette problématique-là. Bah, tu sais, je sais pas, quand tu es passé à la maison, je sais pas si tu en avais déjà parlé, mais tu sais que à mon bord, on a des cartes de plancton. Ah non, tu m'as pas dit ça. Je t'ai pas dit ça? D'accord. On a des cartes de plancton, donc c'est fait par satellite et après on scanne tout l'océan Indien et on regarde les upwelling. Alors les upwelling, c'est des masses d'eau froide qui viennent du fond de la mer et qui sont et les eaux d'eau chaude, elles sont balancées par les vents et donc ça fait du phosphore en pagaille à la surface de Ouais, l'eau et ça fait exploser le phyto. ouais. Et nous on regarde Ça, ça et on a des densités, des densités, on a des densités de phyto. Et de là, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, on regarde après la diminution du phyto. Et donc, quand on dit il y a diminution, c'est qu'il y a du zooplancton qui cause. ouais, Et si le zooplancton forcément. est là, il y a toute la chaîne des poissons qui est derrière, des petits poissons, des Derrière. poissons, et les thons sont derrière aussi. Eh ben ouais, logique. Bah ouais, la chaîne alimentaire, comme tu dis. Et le soir, quand on traverse des épluies comme ça en pleine lune, avec le sillage du bateau, tu vois toute la fluorescence du phyto. Ouais, t'as du phyto fluorescent. Ça, c'est sympa, ça. Ah, ça fait drôle à voir. C'est bien. C'est bleu, bleu-vert un peu là. Ouais, 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 ouais. Et comme tu dis, derrière, et ça, tu le vois tout de suite, hein, à un moment donné, quand il y a une diminution du phyto, c'est que tu as le zoo qui est là, puis après, tu as toute la chaîne alimentaire. Ah Tu bah, as, le zooplancton, tu as la macrofaune, puis après, tu as les petits poissons, puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Hein. les oiseaux, t'as les C'est clair. baleines, t'as tout le monde qui est là. C'est pour ça que j'encourage hein, vraiment ceux qui ne connaissent pas à tester ça dans leur bac. Moi, j'ai vraiment une explosion de mes coraux. Voilà, je dis pas c'est remède miracle, mais au moins j'ai vu qu'il y a une vraie stabilité dans tes paramètres grâce à ça. Hein. Tu as ton bac qui se porte bien, tu as ta macrofaune qui est là. Enfin bon, derrière, Par contre, tu as une stabilité. ce que tu disais sur les températures d'eau, on a exactement la même chose aussi. Quand on a Mm. là, on est sujet à El Niño, et là, c'est en train de venir El Niño, donc c'est les masses d'eau froide qui viennent de l'Australie, qui viennent sur l'océan Indien. L'avant, c'est l'inverse. Et là, c'est pareil. Là, on est en train de charger du phyto à bloc sur l'océan Indien, alors que les années avant, on avait une diminution de pêche, on avait moins de phyto dans la mer, parce que les mers étaient trop chaudes. Ouais, ouais, c'est clair. Et c'est une vraie problématique pour ceux qui font comment dire, la culture chez eux l'été. Puisque tu as déjà ta lumière qui chauffe ton réacteur. Ouais, la Il taupe. suffit, il suffit que tu sois dans un local qui soit assez fermé et derrière, tu peux avoir à un moment donné une montée de température. Il y a David Mills, par exemple, là, qu'on voit souvent sur les forums, je fais un petit clin d'œil, qui est un super beau bac. Ah, je devais Qui, le voir, je devais le voir un jour. euh, Un jour, ouais, super. relève à la Réunion.
Et lui était dégoûté parce que pareil, il m'a pris du phyto, il fait de la culture là-bas, mais là-bas, autant son bac, la bonne température, mais chez lui, ça ne tient pas, quoi. C'est à plus de 28 degrés, ces souches, elles claquent en moins de 2, c'est obligatoire. Et je lui ai dit déjà d'aller pomper l'eau de mer là-bas. Et il habite pas loin en plus. Il habite Saint-Pierre, donc il est pas loin. Ouais, ouais. Ah, mais je C'est vais un aller petit le clin voir, d'œil. je vais le voir. Et j'ai failli d'aller le voir une fois. Mais on n'a pas eu droit à cause du Covid. Ouais. Donc, Donc là, tu vois, pour les réacteurs, chez lui, comme d'autres, hein, c'est une vraie problématique, la chaleur parfois en été. Donc moi, j'ai une pièce qui est spécialement dédiée pour ça, avec toute une aération, climatiseur et autres, où ma pièce est tout le temps tempérée à 21 degrés, forcément, puisque je sais que j'ai mes LED qui chauffent un peu le phyto, donc ce qui fait que j'ai des réacteurs à 22 degrés en continu. ouais, Et je c'est passerai une te voir. problématique pour ceux qui font ça chez eux, ça, il faut vraiment bien, bien penser à ça. Je passerai te Pas le voir. mettre à un endroit. Ouais. Je passerai te voir un de ces quatre. On ira faire Ah bah carrément, on est pas très loin en plus, film, toujours breton. un truc là-dessus. Bon, il y a d'autres questions, comme je ne vois pas, si ça peut aider. Bah là, je sais pas. Ils sont partis à la sieste là. Il y a 44 connectés, mais il n'y a pas de questions. Bon, Bon, voilà. Bon, on va finir le chapitre alors. ouais, bah de toute façon, si ceux qui écoutent, ils ont besoin de conseils, n'hésitez pas, hein. J'ai mon site internet, je suis sur Facebook, j'ai mon téléphone aussi directement sur le site, on peut m'appeler par portable. Ouais, Si je peux conseiller, voilà. je vais comment ça s'appelle, enregistrer la vidéo et je vais la mettre sur mon site. Comme ça, je te mettrai en même temps en copie sur tous tes liens. Ouais. Ça te fait un peu de pub. Puis pareil, hein, comme je dis, pour finir, je suis vraiment pour les méthodes naturelles. Il y a plein, tout le monde se met tout et n'importe quoi. Pour moi, alors, je dis pas que c'est le secret, mais je suis convaincu personnellement que quand tu reproduis un bout de récif chez toi, c'est la nature. Il faut toujours être humble devant, parce que voilà, et essayer de d'imiter le cycle naturel. Ah, Et c'est logiquement, en faisant ça, avec la stabilité des océans et le phyto et zoos, ça fonctionne. En c'est ce que je tout fais cas, j'ai en tout aussi, hein. ouais, Au refuge, un gros réacteur, et voilà, ça roule depuis. Ça va faire 7 ans que le bac est en route, là. ouais. 7 ans Et déjà. je sais que tu as eu un petit problème de nitrite à un moment donné à cause de tes Ouais, non, euh, c'est pas des nitrites que j'ai eu, c'est de l'ammoniac. l'ammoniac Complètement, l'ammoniac plus avec, phosphate. avec les granulés, ouais, les granulés. Bah, c'est triste, hein, mais ça aide, je pense que ça a aidé pas mal de monde, même moi-même à regarder où ça tombait les granulés dans le bac en question, tu vois. Ah bah c'est bon, c'est là, toi. Attends. Ouais, Tu vois la grosse pompe là? Juste là, c'était ouais, là. ouais, ouais, ouais. Le bordel, ici, le Sayato, là, donc, là, je l'ai rasé un peu ses moustaches. Mais le Sayato ouais, il était gros comme ça, quoi. Et t'as le distributeur. Ouais, je me rappelle. Donc Ouais, le Sayato était gros comme ça, et la bouffe tombait dedans. Pouf, comme ça, c'était bien. Tout le monde, personne n'en mangeait, à part quelques poissons. Et tout était au milieu. Et là, c'était. Lui, il grossissait. J'avais un énorme fillot qui était gros comme ça. Bah, lui, il se nourrissait aussi de granules, il était content, mais il les consommait pas tous, quoi. ouais, Et, tu m'étonnes. et donc, Tu m'étonnes. ça s'est monté en ammoniac, et jusqu'à un moment, bah, quand j'avais fait le tuto sur l'UV, justement, ça avait commencé déjà à déconner. Et je voyais mes poissons, ils étaient tout blancs, ils respiraient vachement vite, comme ça, ils étaient comme ça. Et ils se cachaient, et j'ai dit, ici, ça commence bien ici. Et quand je suis reparti en mer, bah, l'été dernier, c'est ma femme qui m'a envoyé un mot, elle me dit, il y a un problème avec ton bac, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Et on n'a jamais trouvé vraiment ce qu'il y avait. Et elle me dit, mais il y a un bloc d'ammoniac dans le bac, on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est là que j'avais vidé mon refuge, j'ai tout vidé mon refuge. J'avais même fait toute ma qualité morphose, tu veux, j'en avais plus, on en a quand même. Avant, j'avais des seaux et des seaux entiers de qualité morphose. Tout ça avait crevé. Ouais, Mais ça, j'ai tout viré et j'ai fait des gros changements d'eau à l'eau de mer naturelle. Donc, je pompais, de mémoire, je faisais 2 cuves. Donc, j'ai une grosse cuve de 900 litres. Là, ça fait 900 litres. Je pompais 900 litres d'eau de mer tous les 2 jours. Le temps de la chauffer, le temps de la balancer dans le bac. Et et là, ton bac est mis en partie, hein. j'ai fait ça pendant 15 jours. Donc, j'ai lessivé le bac. J'ai fait en fait 5000 litres de changement d'eau pratiquement en 15 jours. Ah, la vache. Pour le lessiver. Pour vraiment retirer toute la merde qu'il y avait dedans. Et Ouais. après, mais Et lui, il est sympa. là, je suis bien reparti. Avec des macro rock, je crois que tu as mis dessus aussi, j'ai vu ça, ouais. Non, des aquaroches, là, Non, c'est pas ça. des Des aquaroches. aquaroches, ouais. Et là, j'ai pas fait de tuto là-dessus. Là, j'ai mis des nouvelles pierres de chez.
Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Branch Run Rock, un truc comme ça. Ou Dutch Branch Rock, ça. J'ai trouvé ça chez Recife Atom, c'est pas mal. Ouais, sympa. Et là, ça repart. Et voilà, comme j'ai perdu beaucoup de souches en SPS, ça m'a fait mal au cœur. J'ai pas, j'avais des grosses pièces comme ça, là, j'ai perdu pas mal. Et là, Ouais, je me rappelle. j'ai un petit Ouais, voilà. ouais. Bon, un de ces quatre, quand il n'y aura plus le confinement, là, je viendrai te voir aussi, pareil. Ouais, ouais, voilà, voilà. Oh non, ça roule, là, ça roule. Et là, tu vois, je suis en train de regarder mes oligo-éléments. Et c'est vrai qu'il y a des certains oligo-éléments qui sont vachement indispensables pour les SPS et même les LPS. Ouais, ouais, Moi, tout de suite, hein, t'as le manganèse, dès que t'en mets, tes coraux, ils gonflent. Et pourtant, j'en mets ouais. très peu, hein. Je mets un ml. Bah, surtout, toi, tu as un Goniopora bien rouge qui, lui, il doit bien consommer ça. Ah, lui, là, j'en ai mis samedi, et puis il est de nouveau ouvert, on voit tout de Ouais, suite. tu Là, c'est m'étonnes. un changement d'eau aussi, d'apport de changement d'eau journalier. Avec mon appareil, là, c'est super pratique, ça. Ouais, bah, pareil, j'ai mis ça. T'as trouvé J'ai un? fait ça. Bon. J'ai bien aimé ton tuto. J'ai testé ça chez moi, dans mon bac perso. Par contre, petite différence pour ceux qui veulent faire ça, petite parenthèse, ce que j'ai fait, c'est que, parce que le problème, c'est que tu as 3 minutes entre l'aspiration et le remplissage. Ouais, c'est ça. Les 3 minutes, tu as le temps qu'à un moment donné, bah, que ça remonte. Donc moi, j'ai fait de mon refuge, j'ai envoyé dans une cuve en goutte à goutte, comment dire, dans cette cuve-là de l'eau. Et sur le chamboulement d'eau vient prendre dans ce caisson-là en particulier. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça met toute la journée pour pouvoir le remplir, tranquille. Puis ça le vide et ça permet, même les 3 minutes, de pas trop d'avoir de différence. C'est tout bête. Ouais, Et au moins, comme ça, j'ai pas ce souci-là, parce que moi, je l'ai mis sur ma pompe de remontée. bah oui. Mais pour ceux qui. Et ça, je trouve ça sympa, hein. Là, 1% tous les jours. Ouais, ouais, moi, je Sur le mode. bien aussi, hein. Bah, stabilité du bac, comme tu dis. Ouais. Pour moi, je trouve beaucoup plus stable. Et là, là, je suis toujours en expérience, là, je suis en train de voir par rapport à ce que j'ai fait, toutes les modifications que j'ai faites. Là, je suis en train de voir sur que je vais dire, sur la lumière. Et j'ai remarqué Ouais, les lumières qui sont néfastes pour tout ce qui est violet, UV, il y a des choses bizarres. On est en train de se voir ça avec un ami aussi. Et on est trop sûr que trop de violet, trop d'UV, c'est très néfaste. mm, Là, on est en train de voir à nouveau sur des températures de couleur assez jaune. Donc, on passe ouais, vraiment pas sur du 10 000 bleuté, mais là, on passe sur du 10 000 jaune et ouais, sur des tranches d'accélération assez vite. Avant, on ouais. met trop de temps à venir sur la bonne température et là, on monte vraiment sur des courbes assez vite. Et on est en train de faire ça là, en expérience et c'est pas trop mal pour l'instant. Bon, des prochains tutos en vue alors. Prochaine vidéo. Je vais attendre de les faire parce que je ne sais pas quand je repars. Donc, aussi bien demain je repars, aussi bien dans un mois je repars. Donc, j'ai pas de date quoi. Bon. Il n'y a pas d'autres questions pour le phyto, c'est bon? Non, il n'y a plus, non, il y a plus. Ils sont tous partis à la maison là, Ouais, comme ils ont dit. peut-être l'heure de l'apéro, là. Non, Bah, merci, hein. Merci pour ton invitation, hein, Fredo. ouais, Et bah, ça a bien marché là. On en refera d'autres. Bon, bah, je te dis Kenavo. ouais, mettons encore. Ouais, Kenavo, puis on sait comment ça fonctionne maintenant, le live Ouais, filming. alors, de côté, là, je sais. Allez, ciao à tout le monde. Allez, allez, ciao. Bonjour, au revoir à tout le monde.